Bonjour, je m'appelle Jacques Sirjean, je suis auteur, écrivain, historien, créateur du Musée des vampires et des monstres de l'imaginaire. Un musée consacré pas seulement aux vampires, mais surtout à ce qu'ils représentent, à ce qu'ils symbolisent. Et comme on sait que généralement les légendes symbolisent les peurs et les aspirations des gens, la peur de perdre sa vie, la peur de perdre son sang, la peur d'être condamné à un au-delà très incertain, la peur d'aller en enfer, représentait la plupart des inquiétudes des gens à partir de, mettons, de la préhistoire. Donc on peut dire que le vampire est au centre de toutes les mythologies, de toutes les civilisations, et qu'il est peut-être le premier mythe, la première légende qui soit née au monde. La légende des vampires est née pendant la préhistoire, mettons 50 000 ans avant Jésus-Christ, quand les gens non seulement, puisque vers 100 000 ans avant Jésus-Christ, ils avaient déjà commencé à enterrer leurs morts, mais à les attacher avant de les enterrer. Signe évident qu'ils avaient peur qu'ils reviennent. On a trouvé des cadavres qui remontent à peu près à cette période-là, indiquant clairement que les gens étaient terrifiés non pas par un au-delà bienheureux, bienfaisant, mais certainement malfaisant. Et comme ils pensaient que l'au-delà était une forme de tourisme, un pays étranger, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils pensaient que les gens avaient les mêmes besoins, les mêmes envies que dans ce bas monde. C'est pour ça que dans les tombes, on mettait des outils, de la nourriture, des armes quelquefois, et ils pensaient forcément que les morts avaient besoin de sang. Donc ils attachaient les morts pour que ceux-ci ne reviennent pas prendre ce que les vivants avaient encore de plus précieux, c'est-à-dire le sang. Donc ça a été pérennisé par l'époque romaine, qui avait même mis au point un code pénal, le Ius Pontificum, qui était un livre qui comprenait les droits et les devoirs des vivants envers les morts. Il y avait des rites funéraires extrêmement contraignants, ce qui faisait que si vous ratiez un rite, vous étiez sûr que la parente ou le parent qui était décédé allait revenir vous tourmenter. Et pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Pourquoi est-ce qu'on rendrait ces rites funéraires si contraignants? C'est que pendant qu'on terrorisait les vivants avec l'au-delà, ils ne pensaient pas certainement à demander une amélioration de leur sort quotidien. Le vampire en chair et en os, ce qu'on appelle le revenant, parce qu'avant, pendant l'Antiquité, les vampires étaient des êtres désincarnés, personne n'a jamais prétendu voir un vampire, ils avaient peur d'en voir. Le vampire en chair et en os est né en Roumanie au XIe siècle, à l'époque où ce pays était en butte aux attaques conjuguées des Turcs et des Habsbourg. C'est là où il y a eu le plus de combats, là où le plus de morts, là où le plus de morts dont on avait mal à s'assurer de la mort et qu'on enterrait vivants. Les premiers vampires en chair et en os sont des gens qu'on enterrait vivants, qui se mettent à hurler dans leur tombe quelques heures après. Et quand on ouvrait les caveaux, les cercueils, on trouvait des gens qui avaient cherché à sortir de leurs caveaux. Et c'est ça, la grande légende, la grande peur des vampires est née de personnes qui étaient enterrées vivants. Alors, vampire, mythe ou réalité? Le vampire, dans le mythe, est une réalité. Il n'est même pas intéressant de savoir si les vampires ont réellement existé, à part les chauves-souris vampires, dont personne ne nie la réalité. Mais ce qui est évident, c'est que les gens croyaient aux vampires depuis la préhistoire jusqu'à une époque assez récente. Je peux même prouver, texte d'appui, que la plupart des Français croyaient aux vampires, toutes classes sociales confondues, jusqu'en 1846. Et encore maintenant, il y a des choses qu'on n'ose pas s'avouer, puisqu'en France, on a honte des légendes, on a honte des croyances, et je pourrais vous raconter des choses qui se passent au cimetière du Père-Lachaise. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que les vampires représentent pour tout le monde. Je vous dis, ça représente généralement leur peur ou leurs aspirations. Pour moi, les gens n'ont jamais eu peur des vampires, le vampire au contraire était l'espoir pour eux. Puisqu'à partir du Moyen-Âge, les gens n'avaient que deux alternatives, le paradis qui était hors de prix, hors d'accès, ou l'enfer qui était une triste réalité. Donc la troisième solution consistait à se créer un monde, une zone de rétention, en quelque sorte, où on assurait le gîte et le couvert, comme les vampires, et où on pouvait aspirer à une certaine éternité. C'est pour ça que pour moi le vampire, n'oublions pas d'ailleurs que le vampire est le seul monstre qui vous donne quelque chose en échange de ce qu'il vous prend. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même pour moi un cadeau. Le vampire vous donnait l'éternité. Le vampire fictif est créé d'abord dans la poésie allemande de la fin du XIXe siècle, Burger, Goethe même, pour ensuite investir la littérature dite gothique, la littérature anglaise, avec Horace Walpole, Anne Radcliffe, Sheridan Le Fanu, et surtout le Dracula de Bram Stoker, publié en 1897. Donc c'est là où on découvre que le vampire médiéval ne peut pas faire recette, donc il faut le toiletter un peu, il faut prendre le Gilles de Rais de la fiction, le Barbe Bleue en quelque sorte de la réalité, il faut prendre le Vlad Tepes Dracul, il faut prendre la Comtesse Bathory, trois aristocrates, on prend ce qu'ils avaient de mieux, de plus beau, de plus riche, et là on fabrique le vampire romantique qui va séduire des foules encore jusqu'à maintenant.
première énorme adaptation qui faillit ne jamais voir le jour, parce que Nosferatu de Murnau, 1922, a été interdit, puisque Murnau n'avait pas acheté les droits à la veuve de Bram Stoker, Florence Stoker. Donc elle a fait détruire toutes les copies, sauf un négatif qui, par miracle, a échappé au feu de la censure, et heureusement parce que c'est un chef-d'œuvre absolu, en noir et blanc. Donc, le premier Dracula parlant, de Todd Browning, avec Bela Lugosi, qui venait du théâtre. Il a longtemps interprété donc, le rôle de Dracula sur les planches, ce qui fait qu'il fait un peu cabotin, il fait très théâtral. Dans le film, il fait quand même un extraordinaire Dracula. Et pour moi, et pour beaucoup d'exégètes, le plus grand Dracula de tous les temps, c'est le Christopher Lee, des films de la Hammer Film, généralement mis en scène par Terence Fisher. Mais à mon avis, le plus grand film de vampire qui ait jamais été fait avec Christopher Lee, c'est Une messe pour Dracula de Jimmy Sangster, qui montre que le vampire n'est pas le pire des monstres, mais c'est bien la société victorienne hypocrite qui était pire que lui. En gros, c'est le premier film moins manichéen que les autres où le vampire n'est pas le pire des créatures représentées sur la pellicule. Après, Dracula a connu nombre de vicissitudes avec des adaptations très commerciales. Il y a eu une exception, il y a eu le Dracula de John Badham avec Laurence Olivier dans le rôle de Van Helsing et Frank Langella qui fait un Dracula très romantique. Il y a eu Entretien avec un vampire qui renouvelle le mythe. Le vampire peut sortir le jour, il peut dormir dans un lit, il peut s'apitoyer sur son sort, mais il ne peut toujours pas renoncer à boire du sang humain. Il y a eu la version des Blade, où Wesley Snipes joue un vampire, un dampire, moitié homme, moitié vampire, qui s'abreuve de sang artificiel. Il y a eu le Dracula de Coppola, que personnellement je n'aime pas particulièrement, parce qu'il s'est vanté d'être l'adaptation la plus fidèle de Bram Stoker, alors que c'est peut-être un des films qui suit le moins la trame du livre. Et il y a eu beaucoup d'adaptations à l'opéra comique, il y a eu des ballets. Les Canadiens sont très forts dans l'adaptation chorégraphique du roman de Bram Stoker. Il y a eu un essai Nosferatu à l'opéra de Bastille il y a quelques années. C'est très cinématographique, c'est très musical, il y a eu beaucoup d'opéras comiques. Le vampire sous la forme féminine, la comtesse Bathory, a donné lieu aussi à beaucoup d'opéras, à beaucoup de films aussi. Et je pense qu'il reste encore quand même à faire une adaptation très fidèle du livre, que je verrais bien mis en scène par exemple par Tim Burton, avec pourquoi pas Johnny Depp dans le rôle de Dracula, mais là, on peut toujours rêver.